la mythologie républicaine et en particulier à celle qui porte le bonnet phrygien, Marianne, la représentante des valeurs de la République. Nous allons faire son portrait en 2 temps. Dans un premier temps, cette semaine, cette vidéo, nous allons parler de la Marianne républicaine, de la Marianne publique, de ce qu'elle représente dans notre histoire. Et puis dans un deuxième temps, la semaine prochaine, nous étudierons une Marianne plus secrète, plus cachée. Il se trouve que, par un hasard tout à fait hasardeux, le jour où je vais poster cette vidéo devrait être donc le vendredi 8 décembre, fête des Lumières à Lyon, mais également 2e jour de la fête d'Hanouka, fête des Lumières pour les Juifs. Et bien sûr, lorsqu'on parle de Marianne, on en arrive inévitablement à parler de lumière. Et nous découvrirons alors quel lien il y a entre Hanouka, la fête des Lumières juives, et Marianne, la mascotte de la République. Mais pour aujourd'hui, étude de la Marianne républicaine à travers les illustrations. Alors pour commencer notre portrait de Marianne, nous allons nous rendre place de la République pour le monument de la République, une statue de Marianne à la gloire de la République française offerte par la ville de Paris en 1883. Marianne tient à la main une branche d'olivier, symbole de paix, paix qu'on n'a jamais vue dans la République. Elle porte sur la tête, évidemment le bonnet phrygien, mais aussi une couronne de laurier, la couronne de laurier qui évoque évidemment César, la puissance de César, et qui confirme notre analyse entre le rapport entre le bonnet phrygien et le phrygium papal. De l'autre main, elle tient à ce qui ressemble aux tables de loi de Moïse, mais qui sont les nouvelles lois, les lois des droits de l'homme. En dessous, les 3 déesses, je ne sais pas s'il faut les appeler ainsi, des déesses, mais si. Donc la liberté, avec évidemment le sein nu, et qui tient à la main un flambeau de la lumière. L'égalité, d'une main le fanion de la République qui représente le peuple, et dans l'autre main l'équerre maçonnique, qui, comme son nom l'indique, permet de mettre tout à l'équerre. Et puis, en dernier lieu, la fraternité, représentée par une mère et des enfants. On voit en dessous une armoirie avec un bonnet phrygien représenté sur un disque solaire. Une origine solaire du culte républicain que j'ai du mal à comprendre. Comment des gens, finalement, qui se réunissent dans des caves, peuvent-ils avoir un culte solaire? Je ne sais pas. Et en dessous, le lion qui représente le pouvoir. Ici, en fait, on voit très bien que le lion, c'est une image de la souveraineté qui est à côté de lui, enfermé dans l'urne du suffrage universel. Une urne évidemment funéraire, puisque c'est dans l'urne de l'élection que le peuple renonce à sa souveraineté finalement individuelle pour acter de sa soumission à la République. Et puis autour du monument, il y a différentes scènes qui représentent des scènes révolutionnaires. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors s'il y a une Marianne place de la République, il y en a également une place de la Nation, une Marianne au bonnet phrygien évidemment. Je vais pas détailler, je veux juste attirer l'attention sur un personnage, ici, en tête de la sculpture, et qui est qualifié de génie de la liberté. Et donc ce personnage tient à la main un flambeau, ce qui représente la lumière.
Deuxième image, eh bien, la liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, inspiré de la Révolution des Trois Glorieuses en 1830, dans laquelle on voit Marianne coiffée du bonnet phrygien et tenant dans sa main le drapeau français. Cette liberté, contrairement à la liberté du monument de la République, eh bien, elle ne tient pas le flambeau de la lumière dans sa main, mais le drapeau français. Mais si il est dit d'elle qu'elle guide le peuple, c'est bien évidemment grâce au flambeau, à la lumière qu'elle tient dans la main, qui l'éclaire, et grâce à cet éclairage, elle peut guider le peuple. C'est ce que nous allons voir ensuite. Par contre, elle est bien seins nus, et il y a quelque part dans ce sein nu l'expression de la liberté. Parce que la liberté dont il est question, ce n'est pas, eh bien, contrairement à ce que veut montrer cette image, une liberté, une délivrance de la tyrannie, de l'oppresseur étatique du pouvoir, mais une liberté des mœurs, c'est-à-dire une liberté qui s'affranchit de la tutelle des religions et de la morale. C'est bien cette liberté-là dont il est question, et c'est pour ça que Marianne a le sein nu, parce qu'elle se libère de l'obscurantisme religieux. Alors, une autre présentation de Marianne, c'est à New York, la Statue de la Liberté. En effet, dans Wikipédia, on peut lire « La Statue de la Liberté, allégorie intitulée « La liberté éclairant le monde », offerte par la France aux États-Unis, représente les valeurs communes des deux républiques aux constitutions issues des Lumières. La liberté éclairée et éclairante, l'alta mater de la conscience civique, assimilable à Marianne. Ici, le mot alta mater, il faut le comprendre comme étant la science, le monde académique. Alors évidemment, cette statue de la liberté est couronnée, une couronne solaire en forme d'étoile, un soleil à 7 branches, le 7 étant le chiffre de la divinité. Eh bien, cette couronne montre que nous sommes face à une déesse, la déesse donc de la liberté qui éclaire le monde. Elle a dans sa main droite le flambeau de la lumière, et dans sa main gauche, comme la Marianne de la place de République, elle a dans sa main gauche, eh bien, les tables de la loi, mais tables de la loi qui ne sont plus les tables de Moïse, mais les tables des droits de l'homme. Alors, quel est ce flambeau, cette lumière éclairant la liberté, cette liberté éclairée guidant le peuple? Alors le mot lumière peut avoir plusieurs sens, mais quand on en parle en rapport à la République, évidemment, il faut faire référence au siècle des Lumières. Qu'est-ce que le siècle des Lumières? Eh bien, consultons Wikipédia. Les Lumières sont un courant de pensée européen philosophique, littéraire et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec des philosophes comme Descartes, Spinoza, Locke, Bell et Newton, avant de se développer dans toute l'Europe, notamment en France au XVIIIe siècle. Par extension, on a donné à cette période le nom de siècle des Lumières. Par leur engagement contre les oppressions religieuses et politiques, les membres de ce mouvement se voyaient comme une élite avancée, œuvrant pour un progrès du monde. Combattant l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme et la superstition des siècles passés, ils ont procédé au renouvellement du savoir, de l'éthique et de l'esthétique de leur temps. L'influence de leurs écrits a été déterminante dans les grands événements de la fin du XVIIIe siècle que sont la déclaration d'indépendance des États-Unis et la Révolution française. Donc ici, on comprend bien ce que sont les Lumières. Ce sont les Lumières de la raison qui permet de faire reculer l'obscurantisme. L'obscurantisme religieux qui maintient le peuple dans l'irrationnel des superstitions. Et Marianne devient ainsi la porte-parole de ces lumières de la raison qui vont
libérer le peuple des anciennes croyances, des anciennes superstitions. Nouvelle image de Marianne, 1793, la Révolution. La scène est à Notre-Dame de Paris. Marianne est portée en triomphe, coiffée de son bonnet phrygien et vêtue comme une putain. Elle écrase de sa bottine rouge un crucifix. Elle tient à la main une bannière rouge, le rouge couleur du sang, le rouge très présent dans cette image, et en haut de la bannière, on voit la couronne de laurier. Elle est assise sur un fauteuil sur lequel pousse du lierre, parce qu'il s'agit d'une déesse de la nature. À l'arrière-plan, un chef d'orchestre dirige un chœur. Sans doute représentation de la main invisible de la franc-maçonnerie. À ses côtés, sur un autel de style romain, brûle un encens. Le fameux soleil, l'inévitable soleil maçonnique. Ici, un bonnet phrygien planté sur une lance, image de la tête du roi décapité. Là, on voit qu'on boit et que les enfants sont de la fête. La fête de la déesse raison, qui abat le fléau de l'obscurantisme au nom des lumières maçonniques. Alors, Charles Muller, qui a peint cette peinture, est un peintre qu'on pourrait qualifier de peintre officiel du régime. Il produit à l'époque de Bonaparte III et au tout début de la Troisième République. Ici, nous sommes en 1883. Ça veut dire que son œuvre ici n'est pas une satire, hein, ce n'est pas une critique. Il ne faut pas y voir un quelconque second degré, mais bien au contraire, en faire une lecture telle qu'elle se montre. Alors, cette scène, évidemment, nous rappelle les orgies de Dionysos, hein, les bacchanales, les fameuses bacchanales. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la Villa des Mystères de Pompéi, hein, où on voit, eh bien, Dionysos, la tête ornée de lierre. Ici, c'est la même chose, mais le dieu Dionysos s'est transformé en femme. C'est une putain, hein, dans son expression, excès de maquillage, elle monte ses jambes, etc. Elle est habillée de façon légère. Marianne est une putain qui participe à une orgie dans l'église Notre-Dame de Paris. C'est un blasphème, une profanation, puisque elle foule de ses pieds l'image de la croix du Christ. Alors évidemment, cette image de Marianne est à opposer à la Pietà, l'image de la Vierge Marie après la mort du Christ qui tient dans ses bras le Christ mort. Et finalement, cette nouvelle Marianne est en fait une sorte de crachat sur Marie. Du moins, tel que l'exprime ce peintre du régime, comme je l'ai dit, Charles Muller. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la fête de la déesse raison. Un culte qui fut installé au sommet de l'État par les révolutionnaires de 1793. Cela dura peu, mais c'est significatif de l'état d'esprit révolutionnaire, de l'idée que la raison, cette raison d'origine divine, cette lumière qui nous éclaire pour comprendre le monde, que cette raison nous permet de penser le monde en toute objectivité et surtout qu'elle nous permet de mettre au placard les anciennes lubies religieuses. Les anciennes lubies religieuses qui ont pour principale fonction de réguler la sexualité des êtres humains pour permettre la stabilité familiale et le bien-être des enfants, donc le bien-être de la société à venir. Mais ici, les révolutionnaires veulent mettre à bas l'ancien régime religieux, l'ancien régime moral, et c'est pour ça
qu'on se retrouve dans cette fête paillarde à Notre-Dame, à Paris. La victoire de la raison, eh bien, c'est d'abord la licence morale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre à travers ces différentes images de Marianne, où on voit la République personnifiée à travers l'image de cette femme, eh bien, c'est la nature religieuse de la République, puisque Marianne, finalement, on veut en faire une sorte de déesse qu'on idolâtre comme porteuse de valeurs. Alors, puisqu'on en parle, eh bien, on va en profiter pour souligner quelques qualités de Marianne. Si la Marianne actuelle, eh bien, a perdu son attirail, a perdu ses bras et est réduit à son buste et son bonnet phrygien, évidemment, avec sa cocarde, évidemment. Il n'en a pas toujours été le cas. Marianne a été civilisatrice. Elle a apporté l'abondance, l'instruction au peuple primitif d'Afrique et d'Amérique. Parce que la République, à l'instar des États-Unis, qui ont la destinée manifeste, c'est-à-dire un rôle à tenir dans l'histoire qui se prouve simplement parce qu'il est tenu, la France a une vocation à l'universalité et à une mission civilisatrice. La raison doit être donnée au genre humain. Il faut convertir les peuples à cette religion nouvelle. Et puis, elle a accompagné le piou-piou, quand il s'agissait de partir à la guerre pour aller se faire trouer la peau dans les tranchées, dans des guerres qui n'étaient pas la sienne, qui n'étaient pas celle des Français, des travailleurs, des paysans. Eh bien, Marianne était là pour lui montrer son devoir et le faire assassiner au son du clairon, de la Marseillaise et des flonflons. Que la République soit religieuse, eh bien fait que, c'est ce que nous montre cette illustration de Charles Muller, cette profanation dans l'église Notre-Dame à Paris, eh bien montre que la République est en guerre contre l'église catholique. Une guerre religieuse. Et qu'il ne faut pas croire que la laïcité, ce soit la séparation de l'église et de l'État. Ça l'est certes, en apparence, mais c'est surtout la victoire, l'appropriation par la République du pouvoir spirituel, c'est-à-dire du pouvoir sur les esprits. Eh bien, en réalité, si nous devons notre origine à l'alliance entre l'Église et le roi, c'est la donation de Constantin, eh bien, la République, la laïcité, c'est l'émergence d'une troisième force qui réussit à détruire aussi bien l'Église que la royauté. Cette troisième force, eh bien, s'accapare les deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et quelle est-elle? Eh bien, c'est le pouvoir de l'argent, de la banque et du commerce. Et ce pouvoir spirituel, eh bien, comment il s'exerce? Eh bien, il s'exerce en premier lieu par l'intermédiaire de l'école laïque qui forme l'esprit des jeunes Français. Et puis, il s'exerce encore à travers les académies, les universités, et puis ensuite, les organes de propagande, que sont les médias laïques, donc. Alors, pour finir ce portrait de Marianne, je voudrais faire part d'une petite anecdote. Tout le monde pense que depuis la loi de laïcité de 1905, eh bien, il règne une entente cordiale entre l'Église catholique et l'État français. Mais ce n'est qu'en apparence. En sous-face, eh bien, la guerre continue. Je suis allé travailler une fois dans une institution catholique qui était tenue par des bonnes sœurs. Et elles étaient en train de déménager, leur institution avait été vendue, les bâtiments étaient vendus, la petite chapelle, tout ça était vendu au conseil général qui le rachetait pour transformer ça
en bureau, et les bonnes sœurs étaient obligées de partir parce que, en fait, la CAF, la Caisse des allocations familiales, eh bien, leur avait fermé les budgets. Et ces bonnes sœurs m'expliquaient bien que ça faisait des années qu'ils étaient tourmentés par l'administration, qui les avait obligés les années précédentes à investir des sommes colossales dans la mise aux normes de l'établissement, les normes de sécurité incendie. Et là, cette fois, eh bien, la CAF avait décidé de leur fermer le robinet des allocations, puisque ce genre d'activité, il faut que ce soit subventionné pour ne pas faire supporter entièrement le coût aux familles. Eh bien, la CAF avait décidé de couper court au financement au prétexte que ce foyer de jeunes filles n'était pas mixte. Et, bien évidemment, parce que la mixité est une valeur de la République. Alors, il est bien évident que ce foyer de jeunes filles, c'est un foyer pour accueillir de jeunes personnes eh bien, dans un univers sécurisant, pour les parents qui envoient leurs enfants en ville pour faire des études. Eh bien, les jeunes filles retrouvent une ambiance familiale paisible. Et non, eh bien, la CAF décide qu'il faut transformer ça en foyer mixte qui accueille des jeunes gens et des jeunes garçons. Et au final, on ferme le tout. Le foyer de jeunes filles disparaît. Il y avait un patronage, ici aussi, patronage Saint-Joseph, qui accueillait les enfants le mercredi. Il est fermé, tout est démoli, et à la place, on y met des bureaux. Peut-être des bureaux, peut-être rien, du vide. La laïcité à la française, la République française, laïque, c'est avant tout à la base une entreprise de démolition. Une entreprise de démolition de ce qui est spirituel pour le remplacer bien simplement par les valeurs d'avidité, de concupiscence et d'attachement à la matérialité des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera le portrait de Marianne pour tenter de remonter à sa véritable origine. Nous parlerons d'Hérode le Grand, de Flavius Joseph et sa guerre des Juifs, et puis de la fête d'Hanouka. Et nous verrons si nous avons raison de relier ça à la Marianne de la République.